Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être de nouveau avec nous pour cette nouvelle émission d'Un autre regard, discussion au cœur de Jérusalem. Jérusalem d'ailleurs qui sera au cœur de cette heure de débat qui opposera ou pas le Rav Uri Cherki et le journaliste Stéphane Amar. Rav Uri Cherki, bonjour. Bonjour, shalom. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le directeur du Centre Noachide Mondial, entre autres rabbin d'une grande communauté en Israël, auteur de nombreux ouvrages sur la pensée juive en hébreu, écrits en hébreu. En une phrase, est-ce que vous pouvez rappeler qu'est-ce que c'est le Centre Noachide Mondial? Le Centre Noachide Mondial promeut cette idée qu'il y a un message universel du judaïsme, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est appliqué. Simplement, il y a aujourd'hui un intérêt très important parmi les nations pour ce que le judaïsme aurait à leur dire à eux, sans leur demander, par exemple, la conversion au judaïsme, et c'est ça dont nous nous occupons. Face à vous, Stéphane Amar, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous avez collaboré avec plusieurs médias francophones, notamment Arte, Canal+, encore BFM TV, pour ne citer que. Et vous avez récemment sorti un nouvel ouvrage paru aux éditions de l'Observatoire, avec un titre choc, le grand secret d'Israël, pourquoi il n'y aura pas d'État palestinien, un titre un peu provocateur, on va y revenir tout de suite. Alors, Stéphane Amar, le conflit israélo-palestinien est un sujet qui a été largement abordé durant toutes ces dernières décennies. Tout y a quasiment été dit, argumenté et analysé. Et lorsqu'on ose effleurer le sujet, alors les débats peuvent être vifs, animés et parfois même violents. Quand on évoque ce conflit, on sait qu'on rentre dans un véritable champ de bataille et sur un terrain glissant. Un champ de mine pour le coup. Qu'apporte cet ouvrage de nouveau sur ce conflit? Quel est le but de ce livre? Alors, très modestement, je pense que d'abord cet ouvrage, il brise un mythe. C'est le mythe que pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait un État palestinien, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait deux États, il faut qu'il y ait une séparation entre les peuples. Ça, c'est ce que je démontre dès le début. Ce qui est une vérité complètement admise, c'est un dogme. Je commence le livre avec une série de citations de grands de ce monde, pour le monde entier, pour Sarkozy, pour Chirac, pour Hollande, pour Macron, pour qui vous voulez. Pour qu'il y ait la paix, il faut un État palestinien. Or, ce que je soutiens dans le livre, c'est exactement l'inverse. À chaque fois qu'on a voulu partager le territoire, ça finit dans un bain de sang. Et quand les gens vivent ensemble, quand on arrive à instaurer dans un espace commun un mode de fonctionnement, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que la cohabitation est très fructueuse entre les Arabes et les Juifs, c'est ce que je démontre dans le livre. Et Israël, d'une certaine manière, a réussi à créer politiquement une réalité qui fait qu'il n'y a pas d'affrontement quasiment dans son espace. Et ce qu'il faut, c'est étendre cette réalité à la Cisjordanie, à la Judée-Samarie biblique, c'est-à-dire qu'il n'y ait qu'un seul État, de mon point de vue, entre la mer et le Jourdain, un État dans lequel il régnera la paix et dans lequel chaque peuple aura sa dignité et pourra vivre selon son identité. Voilà, cette idée de deux États, de peuple, elle vient plutôt de l'extérieur, pas directement ni de la partie israélienne ni de la partie non, si vous voulez, d'abord, le partage, c'est l'option du faible. C'est-à-dire que le faible a été toujours pour le partage. Au départ, c'était les Juifs. En 37, ils acceptent le plan Pile alors que les Arabes le refusent. En 47, ils acceptent le partage de l'ONU alors que les Arabes le refusent. Parce qu'ils ont tout intérêt à l'accepter, les Juifs. Ils sont en minorité, militairement, ils sont quasiment inexistants, en tout cas jusqu'à 47-48. Donc, effectivement, ils sont prêts à se contenter, d'une certaine manière, d'un petit bout du territoire. Mais ensuite, lorsque le rapport de force s'inverse, c'est-à-dire à partir des années 70-80, les Palestiniens changent complètement de discours, alors qu'ils étaient opposés, eux, à un partage du territoire. Il était même interdit dans les familles palestiniennes de parler d'un partage du territoire. C'était un blasphème. Eh bien, Arafat va changer de discours. Alors, il y a évidemment une arrière-pensée stratégique là-dedans. Mais en tout cas, le discours palestinien va changer, puisque les Palestiniens sont devenus les faibles, à la fois militairement, mais également, c'est la grande nouveauté, démographiquement. Ils voient l'arrivée des Russes, des Juifs de Russie, ils voient la natalité israélienne qui augmente, et donc ils vont à ce moment-là être pour le partage. Mais ils vont être rejoints, si vous voulez, dans cette vision par toute une partie de la classe politique israélienne, toute la gauche israélienne autour d'Yitzhak Rabin, qui elle aussi va être pour ce partage. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, c'est toujours dans on va dire la grande majorité de la classe politique, dans le mainstream, c'est une valeur, si vous voulez, absolument absolue, indiscutable, que la paix passera par le partage. Rav Uri Cherki, partagé mais sous condition. Écoutez, l'idée de partage est une idée occidentale. C'est-à-dire, dans les relations internationales, on a voulu régler les conflits en partageant, en faisant également des transferts de population. C'est une chose qui est un peu oubliée aujourd'hui. En tout cas, c'est basé sur l'idée de
l'État-nation, qu'il y aurait, que tout individu cherche à exprimer sa dignité humaine à travers une représentation nationale et souveraine, ce qui est un schéma qui n'a absolument rien à voir avec l'affrontement de civilisation que nous vivons ici. Aujourd'hui, la force fondamentale qui meut la population arabe dans son conflit avec Israël, c'est le pan-islamisme ou le pan-arabisme. Ce n'est pas du tout une revendication d'une identité palestinienne fictive. On est bien obligé de rétablir la vérité historique. Il n'y a pas eu d'identité palestinienne dans l'histoire. Il y a eu un refus du sionisme qui a formé effectivement une sorte d'identité locale, mais ce n'est pas une identité nationale. Or, dans la profondeur de l'identité des populations arabes, la référence ultime, c'est la Oumma, c'est-à-dire la nation dans le sens très vaste. Politique. Non, pas islamique, justement. C'est-à-dire, en fait, le califat. Alors, si vous voulez, c'est aussi quelque chose que j'essaye un petit peu de casser dans mon livre, c'est cette idée qu'il n'y aurait pas de peuple palestinien. Je pense que c'est une grande illusion qui, quelque part, joue contre Israël. Je m'explique. Effectivement, vous avez parfaitement raison, les Arabes musulmans se définissent comme faisant partie de la Oumma. Le pan-islamisme existe. Il y a cette idée que voilà, l'islam doit s'étendre au maximum sur toute la surface de la terre si possible, et que chaque musulman appartient à ce peuple et doit défendre ce peuple. Cela dit, et je crois que c'est une des grandes illusions du sionisme religieux notamment, ça fait une quinzaine d'années que je laboure le terrain en tant que journaliste, je peux vous dire qu'il y a un peuple palestinien, je l'ai rencontré. C'est-à-dire qu'effectivement il est récent, oui. Je ne dis pas qu'il y avait, il a 200, 300 ou 2000 ou 2500 ans ou 3500 ans comme le peuple juif, c'est évident. Quel est son fondement ? Mais son fondement, c'est tout simplement de se trouver sur cette terre et en même temps d'avoir été en conflit avec Israël. C'est vrai que c'est le sionisme qui a forgé quelque part l'identité palestinienne. Mais quand on dit qu'il n'y a jamais eu d'État palestinien, c'est vrai, mais à l'époque, il n'y avait pas non plus d'État jordanien, il n'y avait pas d'État saoudien, il n'y avait pas d'État égyptien. Tous ces États ont été formés, si vous voulez, dans les années 20, 30, 40, au moment où le sionisme se formait. Et le drame, d'une certaine manière, des Palestiniens, c'est d'avoir eu affaire à un nationalisme concurrent, le sionisme. Mais d'une certaine manière, ça les a encore plus cimentés entre eux. Alors même s'il y a toujours, et c'est aussi une des thèses du livre, de très grandes différences entre Gaza et la Cisjordanie, mais en tout cas, cette lutte, si vous voulez, commune contre le sionisme a créé une identité palestinienne. Ils ont une langue, ils ont un narratif en commun, ils ont des représentations nationales en commun. Donc à bien des égards, il s'agit d'un peuple. Si vous allez aujourd'hui à Ramallah, vous verrez qu'il y a un drapeau, vous verrez que les gens ont des institutions qui ne sont pas vraiment un État. Hein. Également, on en parlera. C'est une des grandes arnaques, si vous voulez, d'Oslo, un des grands malentendus d'Oslo qui a fait que ça a terminé dans le sang. Mais en tout cas, il y a un sentiment d'appartenance. Mais les Arabes israéliens aussi se sentent palestiniens, si vous voulez. Les Arabes qui vivent en Israël, à Haïfa, à Tel Aviv, en Galilée, à Jérusalem, ils se sentent aussi palestiniens. Mais ce n'est pas parce qu'ils se sentent palestiniens qu'ils ont une identité nationale que Israël est condamné à être en guerre ad vitam aeternam contre eux. Mais je pense qu'il faut sortir de cette illusion et de cesser quelque part de leur nier cette qualité de peuple. Parce que d'abord, ça crée de vraies barrières, si vous voulez, ça les humilie, ça va contre en fait ce qu'ils ressentent et ça empêche le dialogue d'une certaine manière. Je pense qu'il serait beaucoup plus simple d'avoir un dialogue sur une base nationale entre deux peuples qui veulent la même terre. C'est ce que je défends dans le livre. Je pense que je dis toujours, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, il y a deux légitimités qui s'affrontent et il y a un vainqueur et un vaincu. Le vainqueur, c'est Israël. Le vaincu sont les Palestiniens. Il faut tirer, si vous voulez, les enseignements, tirer les conclusions de ce conflit qui a tourné en 100 ans très clairement à l'avantage d'Israël. C'est ce que j'explique dans le livre. C'est le grand secret d'Israël. C'est-à-dire qu'Israël, si vous voulez, a gagné la guerre, mais n'ose pas le dire. C'est pour ça que je pense, ce que je prévois dans le livre, qu'il y aura une annexion dans les prochaines années de la Cisjordanie. Cette annexion, elle est d'ores et déjà possible, mais Israël n'assume pas encore quelque part cette victoire. Et en revanche, Israël a perdu contre Gaza, et Gaza aura un État, Gaza sera un État palestinien indépendant. Et si vous voulez, je pense que le dialogue doit déjà se nouer dans une reconnaissance commune, ce qui a été fait d'ailleurs à Oslo, c'est peut-être un des rares acquis positifs d'Oslo, que ce sont deux peuples qui discutent et qui sont face à face. Est-ce que le fait de ressentir qu'on a une aspiration nationale donne une légitimité en tant que peuple ? Disons comme ça, si cette identité nationale, dans la mesure où elle existe, c'est une remise en question du sionisme, alors c'est radical. Ça voudrait donc dire que c'est absolument insoluble
à moins justement de donner un exutoire à cette aspiration nationale, par exemple, sous la forme d'une palestination de la Jordanie, par exemple, ou bien de la reconnaissance d'une autonomie des personnes, et pas une autonomie des territoires, par exemple. C'est-à-dire, on pourrait inventer et imaginer différentes solutions, mais je pense que poser le problème de cette manière ne règle pas le problème, peut-être le rend peut-être encore plus non, parce qu'en fait, dur. vous venez, si vous voulez, d'une certaine manière de donner la solution, mais cette solution, elle est sous nos yeux. Ce sont les Arabes israéliens, c'est ce que je décris dans le livre. Les Arabes israéliens vivent en Israël depuis 70 ans, dans une démocratie, ils ont le droit de vote, sont représentés à la Knesset, ils peuvent se déplacer. D'accord, alors ils se définissent tous comme des Palestiniens de l'intérieur, Palestiniens d'Israël, bon. Ça, on pourrait s'attarder sur le vocabulaire, mais personne chez les Arabes israéliens ne se sent israélien, au sens où personne ne partage le narratif d'Israël. Personne dans les Arabes israéliens ne peut se reconnaître dans l'hymne, par exemple, national, qui parle d'un retour à Sion au bout de 2000 ans. C'est absolument grotesque, si vous voulez, de penser qu'un Arabe puisse, d'une manière ou d'une autre, se reconnaître dans cet hymne national. Mais, si vous voulez, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'au niveau individuel, c'est la phrase de Clermont-Tonnerre pendant la Révolution française à l'adresse des Juifs, c'est tout en tant qu'individu, rien en tant que nation. C'est exactement ce qui se passe avec les Arabes israéliens. Ils sont parfaitement à leur aise en Israël, d'ailleurs l'islam même s'épanouit en Israël, il y a des universités islamiques de très haut niveau à l'intérieur du territoire israélien, il y a des mosquées qui se construisent quasiment tous les mois en Israël. Ils sont donc des citoyens d'Israël à part entière. Mais ils n'ont pas, si vous voulez, ils n'appartiennent pas à la nation israélienne. Vous ne pas une sorte d'irrédentisme? Non, parce que d'abord c'est une réalité qui existe ailleurs, dans de nombreux pays. Je peux parler des Kurdes, je peux même parler des Corses ou des Basques ou des Catalans. C'est pas forcément parce qu'on est une nation qu'on a un État. On peut être une nation minoritaire. En plus, en l'occurrence, vous le disiez, effectivement, les musulmans sunnites de cette région ont au moins un autre État, c'est la Jordanie, mais ils peuvent aussi se reconnaître dans l'identité syrienne, dans l'identité libanaise d'une certaine manière. Et ils peuvent effectivement constituer une minorité, c'est ce qui s'est passé. Et ce que je défends dans le livre, c'est que, si vous voulez, c'est un laboratoire grandeur nature. Et on constate qu'en 70 ans, non seulement il n'y a jamais eu aucun problème d'importance avec les Arabes israéliens, mais au contraire, Israël a aidé les Arabes israéliens à s'épanouir dans bien des domaines, notamment économiques. Je vous le disais, le numéro 2 d'Apple dans le monde est un Arabe d'Israël. On voit très bien, si vous voulez, c'est cette réalité. À Jérusalem, vous ne trouverez pas une pharmacie qui n'est pas tenue par un Arabe. Je veux dire, les avocats, il y a eu... ou un Arabe francophone, peut-être bientôt. Mais... Où à la Cour suprême, il y a eu des juges arabes, je veux dire, bon, donc il y a une intégration qui est quasiment une intégration modèle, de mon point de vue, et il n'y a jamais eu d'irrédentisme, il n'y a jamais eu de volonté de faire sécession avec cet État. Au contraire. Vous annexez une population et que vous lui donnez également le droit de vote et la carte d'identité israélienne, vous créez une minorité déjà très importante et qui n'a pas renoncé justement à son rêve. Alors, sans doute, là, vous touchez l'affaire du nombre. C'est-à-dire, effectivement, là, les Arabes d'Israël sont 20%. Ils étaient 10% au moment de la création de l'État, quand Ben Gurion leur a accordé tous les droits. Alors, j'ai souvent cette discussion avec Denis Charbit, politologue. Il me dit, bon, 20% ça va, mais 30% ça va être la catastrophe. Je ne sais pas exactement comment on fixe ce seuil. Il est évident que si tous les Palestiniens de Cisjordanie devenaient citoyens d'Israël, sans doute que la démocratie israélienne s'en trouverait pour le moins bousculée. En tout cas à l'heure actuelle du rapport démographique. Mais d'une part, ça doit être un processus évolutif qui va s'étaler sur plusieurs dizaines d'années. Je décris dans le livre comment ça peut se passer selon, par exemple, le cheikh Jabari, qui est un cheikh de Hébron qui est favorable à l'annexion. Mais surtout, ce qui est très important, et c'est vraiment le socle, si vous voulez, qui soutient tout ce projet, c'est les rapports de force démographiques sont en fait en train d'être complètement basculés. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'Israël, finalement, maintenant envisage l'annexion. Parce que, pour la première fois, donc en novembre 2007, le taux de fécondité des femmes arabes est descendu sous celui des femmes juives. J'ai entendu de très bonnes sources, par un démographe franco-libanais, donc au-dessus de tout soupçon, qu'en 2050, le taux de fécondité des femmes palestiniennes passera sous les 2,1, c'est-à-dire que la population diminuera, y compris à Gaza. Donc Israël ne court finalement aucun risque à annexer cette population, et c'est pour ça que ce projet est sur la table, ou en tout cas va l'être bientôt. Lorsqu'on est dans une impasse comme celle-ci, et il y a bien un responsable, qui est fautif? Dans la mesure où on parlait tout à l'heure de main tendue à Israël et du refus arabe, comment dénouer cette impasse? Tout simplement, ça passe par une transformation de l'identité israélienne. C'est-à-dire, nous sommes souverains là où nous voulons l'être. Il n'y a aucune revendication réelle aujourd'hui de faire de Haïfa ou de Akko
une entité indépendante et palestinienne. Pour une raison très simple, c'est que tout le monde sait très bien que les Israéliens ne l'accepteront jamais. Là où Israël accepte l'éventualité de l'abandon, de la séparation, alors ça ne peut qu'inviter une sorte d'irrédentisme justement. Et donc ça demande une transformation de notre identité, c'est d'accepter que nous sommes vraiment chez nous ici et que nous n'avons pas besoin de justifier notre présence sur notre terre. J'ai remarqué que très souvent chez les responsables israéliens, par exemple lors des cérémonies officielles, alors on dit nous luttons toujours pour notre droit à vivre ici. Et on oublie d'expliquer trois choses. Qui c'est ce nous? Et quel est ce droit? Et qu'est-ce que c'est que cet ici? Une fois que ces trois questions seront réglées, alors je pense qu'on pourra entamer un véritable dialogue avec le Palestinien qui justement se demande avec qui je parle. Qu'est-ce qu'on me demande à moi? Ouais, c'est l'idée qui traverse, si vous voulez, tout le livre. Effectivement, c'est cette question de l'identité. Ça veut dire, qu'est-ce que le sionisme? Est-ce que c'est simplement un État refuge pour des pauvres juifs qui ont été chassés d'Europe? Ou est-ce que c'est beaucoup plus que ça? C'est la réalisation d'un idéal beaucoup plus élevé. Et surtout, pour reprendre le tout début de la conversation, en quoi cet idéal concerne finalement toute l'humanité? Il est évident que c'est une question centrale, mais je dirais qu'il n'est pas pour l'instant, à l'heure actuelle, prioritaire. Ça viendra sans doute dans un second temps. Il y a pour l'instant une réalité politique à créer. Et il est évident que pour une démocratie comme Israël, il est absolument intolérable que dans toute une partie du territoire, si vous voulez, toute une partie de la population sous le contrôle d'Israël n'ait pas les mêmes droits qu'une autre partie. Qu'il y ait deux types de citoyenneté, si vous voulez, qu'il y ait toute une partie d'un peuple, c'est quand même, on parle de millions de personnes, qui sont obligées de se soumettre à des barrages tous les jours, à des contraintes, etc. C'est pas pour des raisons de refus de la démocratie, c'est simplement pour des raisons sécuritaires. Vous savez très bien que, bon, on peut minimiser la chose, mais enfin, nous sommes quand même en conflit ouvert et armé. Alors, je vous pose la question, pourquoi est-ce que les Arabes de Haïfa ne font jamais d'attentat? Pourquoi est-ce que les Arabes de Nazareth ne font jamais d'attentat? Et pourquoi est-ce que 5 km à Jenin, à 5 km de la ligne verte, il y a eu des combats terribles contre des terroristes palestiniens? C'est parce que le statut n'est pas le même, tout simplement. Parce que le statut n'est pas clair. C'est pas clair. C'est pas clair. La souveraineté israélienne n'est pas affirmée. Elle est plus ou moins déléguée dans un système extrêmement malsain à l'autorité palestinienne. Donc, si vous voulez, tout ça crée du conflit. Tout ça crée de la amertume. Mais le conflit ne vient pas justement de l'absence d'égalité des droits. Alors, ça vient plutôt du fait qu'il y a absence de définition. Alors Oslo a, si vous voulez, aggravé le conflit. Alors même qu'il est censé le régler, donner des droits aux Palestiniens, ça c'est ce que je crie, c'est pour ça que sur la couverture il y a un mur là qui est censé s'écrouler. Parce que le mur c'est le produit d'Oslo. Avant Oslo il n'y avait pas de mur. Avant Oslo l'espace était beaucoup plus ouvert. Les Palestiniens de Gaza pouvaient passer la journée à la plage à Tel Aviv, rentrer le soir. Le juif de Sderot pouvait aller faire ses courses sur le marché à Gaza, etc. Et donc Oslo a créé des murs, Oslo a ajouté à la violence. Ça c'est évident. Maintenant, cette anormalité qui dure quand même depuis 52 ans, cette occupation militaire de la Cisjordanie est un vrai problème, à la fois pour Israël, si vous voulez, mais aussi, enfin, à la fois pour les Palestiniens, pardon, mais aussi pour Israël, puisqu'il crée encore une fois une réalité malsaine, et je pense qu'il faut uniformiser le droit, et qu'Israël, comme le dit le président Rivlin, est tout à fait capable maintenant, au fait de sa puissance économique, démographique, etc., d'intégrer cette population palestinienne, encore une fois, au cours d'un processus mais d'après ce que vous disiez tout à l'heure, alors l'annexion, est-ce que ce serait une solution envisageable d'un côté pour affirmer son identité, pour affirmer sa souveraineté? Et c'est dans ce sens-là quand vous parlez qu'il n'y a pas d'attentat arabe à Haïfa, justement, puisqu'elle est... Alors oui, alors ça c'est l'aspect politique, ça oui. Si demain il y a une souveraineté très clairement établie, comme c'est le cas dans le reste du territoire, que c'est la police qui s'occupe des gens et pas l'armée, si vous voulez, dans les villes, que tout le territoire, que chaque citoyen prête allégeance à l'État, etc., dans un système sain, comme est l'État d'Israël de 67, si vous voulez, de l'intérieur de la ligne verte, je suis absolument convaincu que cette réalité peut régler le problème en Cisjordanie. Maintenant, poser une question très importante, c'est de quel territoire on parle, et c'est aussi au centre du livre. Et comme par hasard, si vous voulez, le cœur historique d'Israël, la nation israélienne s'est forgée en Cisjordanie. Quand Herzl pensait Israël, il pensait bien évidemment pas à Tel Aviv qui a été créé 5 ans après sa mort. Il pensait à Jérusalem. D'ailleurs, Altneuland, le livre d'anticipation d'Herzl, se passe en très grande partie à Jérusalem. Il pensait aussi à Tibériade, qui est à l'intérieur de la ligne verte, mais qui est une des villes fondatrices de l'identité juive, la ville des kabbalistes, etc.
Mais surtout, si vous voulez, l'identité d'Israël s'articule autour d'un axe Naplouse, Jérusalem, Hébron. Ça, c'est toute la Bible est construite autour de ça. C'est une évidence, si vous voulez. Il n'y a pas quasiment de lieu en dehors de ça, en dehors de la Cisjordanie dans la Bible. Donc c'est évident qu'un retour, si vous voulez, d'une souveraineté assumée à ce territoire sera aussi un retour à une identité assumée d'Israël. Je vais juste terminer là-dessus très brièvement. J'ai participé à un débat sur I24 récemment avec Colette Avital, l'ancienne présidente de la Knesset, qui est favorable à la solution à deux États. Et à la fin de l'interview, quand la caméra était coupée, elle dit à une chroniqueuse qui avait fait un papier sur le plateau, elle dit: vous avez fait une erreur, vous avez parlé d'État hébreu. Je dis: bon, pourquoi? Mais d'Israël n'est pas un État hébreu. Alors je dis: mais ouais, c'est ça le problème, si vous voulez, c'est que pour vous, si vous voulez, c'est vous coupez de l'identité hébraïque d'Israël, vous coupez d'Hébron. C'est pas tant vous coupez territorialement pour régler un problème politique, c'est vous coupez de l'identité, de ce que représente d'une certaine manière Hébron ou Jérusalem, la vieille ville, les environs de Naplouse, etc. Vous voyez, donc évidemment, ce problème de l'annexion, d'une certaine manière, réglerait également le problème identitaire, puisqu'il clarifierait la relation qu'ont les Israéliens au lieu fondateur de leur identité, que sont notamment donc Hébron, Jérusalem et Naplouse. De votre point de vue de rabbin, on parle de Naplouse, donc Shrem, Jérusalem et Hebron comme cœur de l'identité. C'est pas rabbinique, c'est tout simplement biblique. Biblique. Disons que le peuple de la Bible revient à la terre de la Bible. Mais justement, c'est lui le peuple de la Bible. Et puis il y a eu d'autres nations, d'autres populations qui ont occupé le territoire pendant notre absence, qui se sont développés, qui ont développé des identités, on peut accepter ou pas accepter. En tout cas, le fait est que c'est la terre de ce peuple, ce n'est pas la terre d'un autre peuple. Alors donc, si on rentre ici dans des problèmes, disons, posés par la modernité, c'est que le fait d'habiter un territoire donne des droits à la souveraineté, en fait, on doit rentrer dans un autre schéma. Je ne comprends pas pourquoi ne pas proposer tout simplement la nationalité jordanienne à la population arabe d'Eretz Israël. Par exemple, comme vous me connaissez, je suis moi-même représenté au Parlement français, étant donné que j'ai la nationalité française, et j'élis le représentant des Français de l'extérieur au Parlement français. Pourquoi dans ce cas-là, n'y aurait-il pas des représentants palestiniens dans un Parlement jordanien, démocratique d'ailleurs, et libéral? Alors, je vais vous répondre très simplement, ils l'ont. La plupart des Palestiniens ont la nationalité jordanienne. Ils ont un passeport jordanien. Et on voit bien que ça ne règle pas le problème. Parce que le problème, c'est pas, si vous voulez, le passeport qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est même pas, j'allais dire, un problème, si vous voulez, de démocratie, au sens démocratie élective, de voter dans un parlement ou dans un autre. Le problème pour les Palestiniens de Cisjordanie, c'est un problème, oui, territorial, mais aussi tout bêtement, je veux dire, individuel, de liberté individuelle d'une certaine manière. Ce sont des gens qui, au fil, si vous voulez, du conflit, parce que le fait abstraction du fait que s'il y avait des élections véritablement démocratiques aujourd'hui en Cisjordanie, eh bien ce serait le Hamas qui passerait. C'est une évidence. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, et ça a été nié par la communauté internationale, ce qui a donné le schisme en fait entre Gaza et la Cisjordanie. On est assez loin quand même d'une population paisible. Imaginez par exemple un conflit entre le Luxembourg et la Belgique à propos du tracé de la frontière qui serait réglable par une partition internationale, par une cour de partition internationale. Je pense qu'on est encore assez loin de ça dans la réalité. La preuve, encore une fois, c'est qu'on a été tout à fait capable de régler ce conflit avec les Palestiniens qui sont restés vivre en Israël après 1948. Ils ont montré qu'ils étaient tout à fait prêts à vivre sous souveraineté israélienne, si tant est que leurs droits étaient respectés, etc. Et avec les Palestiniens, si vous voulez, de Cisjordanie, la ligne verte, c'est une fiction. Ça a été créé, vous savez, dessiné au crayon vert, assez grossièrement d'ailleurs, à Rhodes en 1949, mais elle ne représente rien au niveau des identités, justement. Même au niveau du territoire, elle ne respecte aucune frontière naturelle, c'est une pure fiction. Et les Palestiniens de l'intérieur et de l'extérieur, comme ils se définissent, forment exactement le même peuple. Ils parlent la même langue, ils pratiquent la même religion, c'est des gens de la même famille. Donc, si vous voulez, c'est une réalité politique différente qui a créé ce distinguo. Encore une fois, qui, on le voit, conduit, si vous voulez, alimente le conflit. Parce que plus vous niez un peuple dans ses droits individuels, plus vous laissez prise justement à ces mouvements extrémistes. Mais on peut remarquer, par exemple, les Palestiniens d'Israël ne votent pas pour des mouvements extrémistes. L'extrémisme islamiste en Israël est très peu développé, alors même qu'il a le droit de citer, à Oum el-Fakher notamment, avec le cheikh Raed Salah. Il se porte plus et de plus en plus d'ailleurs vers des mouvements soit socialisants, soit des mouvements de défense des droits individuels. Le nouveau représentant Ayman Odeh, contrairement à ses prédécesseurs, est beaucoup moins virulent contre Israël au niveau national, si vous voulez. Il va avoir je vais dire presque un discours catégoriel. Il va défendre les intérêts des Arabes en Israël.
Mais je ne vois rien, si vous voulez, là, d'irréductible. Je pense que si, justement, il y a ce véritable dialogue dans le respect de peuple à peuple, les Palestiniens sont tout à fait prêts à accepter la situation israélienne, à respecter les lois de la démocratie israélienne, et encore une fois, à admettre l'identité hébraïque de cet État. Alors, de mon point de vue, oui, ils l'admettent de facto. C'est-à-dire que... Bon, vive l'optimisme. Non, moi je constate, si vous voulez, parce que vous parlez d'un conflit, etc., mais c'est quand même un conflit de très basse intensité. Il y a chaque jour 300 ou 400 000 Palestiniens qui rentrent en Israël pour travailler, qui retournent le soir dans leur foyer. Et Dieu merci, si vous voulez, les attentats, alors je sais que vous avez été personnellement touché par la violence, mais ça n'empêche, si vous voulez, que statistiquement, on ne peut pas dire que le pays soit à feu et à sang. C'est parce qu'il y a aussi un contrôle militaire d'Israël qui est. Mais il y a un contrôle aussi à l'intérieur. Si vous voulez, les Arabes israéliens sont aussi contrôlés. D'ailleurs, de façon extrêmement serrée. Ils sont écoutés. Il y a des indicateurs de la police dans chaque village, etc. Mais ça s'inscrit dans le cadre d'une démocratie. C'est déjà beaucoup plus, si vous voulez, admissible que dans le cadre d'une occupation militaire. En tout cas, une occupation militaire ne peut être qu'une situation provisoire, transitoire. Et là, ça fait 52 ans, ces jours-ci d'ailleurs. Je pense que ça a assez duré et qu'il faut évoluer vers une solution. Alors, on a pensé longtemps que la solution était le partage. On a vu que ça a fini dans le sang, notamment à Oslo, qui était une véritable catastrophe. On continue à y croire. On continue à prôner ce discours. Parce que personne, si vous voulez, en Israël, la pensée politique, si vous voulez, est à un niveau très faible en Israël. On gère les Israéliens sont d'excellents pragmatiques, ils gèrent au jour le jour la situation, mais ils ont une incapacité à se projeter sur le long terme. Et donc, si vous voulez, aucun des leaders. J'en connais pas. Il y en a sûrement. Il y a des penseurs, mais en fait très peu. Et certainement pas du niveau de ce qu'on connaît en France. Enfin, de mon point de vue, de ce niveau-là, qui sont capables d'élaborer un projet de société. Et je pense que c'est le problème, c'est que jamais personne ne s'est penché sur cette question de manière rationnelle, avec une vraie vision qui devrait être inspirée par les thèmes dont vous parlez, c'est évident, de l'identité, du sens du sionisme, etc. C'est évident, ça fait partie de l'équation, c'est absolument impossible de trouver une solution si on élude toute cette partie-là. Et d'ailleurs, c'est un des grands problèmes d'Oslo, c'est qu'on a mis sous le tapis tous ces problèmes d'identité, tous ces problèmes de religion, alors que précisément, par une cruelle ironie du sort, c'est sur un problème profondément identitaire et religieux que les accords d'Oslo ont explosé, c'est sur le mont du Temple. Je l'aurais décrit dans le livre, et Arafat a fait assaut de négationnisme, il se figure qu'il n'y avait jamais eu de juifs à cet endroit-là, que le temple de Salomon n'avait jamais existé. Et les négociateurs israéliens sont restés bouche bée, si vous voulez, devant cette position qui est partagée par quasiment tout le peuple palestinien. Donc c'est évident que cette dimension doit être incluse dans la solution, mais il n'empêche que sur le terrain, il faut trouver des solutions concrètes pour restaurer, si vous voulez, un semblant de normalité dans ces territoires. Mais on peut également envisager, par exemple, des solutions à très long terme qui pourraient justement amener certaines surprises. Par exemple, une immigration massive de juifs en Israël, par exemple, causée peut-être par des changements de situation sécuritaire dans les pays où les juifs sont actuellement présents. On peut imaginer, je ne sais pas, de quel pays d'Europe éventuellement des juifs viendraient, ou bien de quel pays d'Amérique du Nord, par exemple. Je pense que ces choses-là ne sont pas du tout impossibles. Je peux également... Elles ne viennent pas d'une initiative, elles viennent d'éléments extérieurs causés par... Oui, mais d'accord, vous savez, quand on dit par exemple qu'il ne faut pas monter en Israël parce qu'on se sent en danger, il faut que ce soit un choix libre. Et moi je demande, mais pourquoi ? Comme si le sionisme n'avait pas été justement le fruit de certaines persécutions, que beaucoup d'immigration en Israël était venue justement du sentiment de danger, la recherche du refuge, etc. C'est tout à fait légitime de fuir quand on est en danger. Et dire à une population ne fuyez pas, ne prenez pas la fuite, c'est assez irresponsable. Donc on attend des éléments extra. Non, je dis que c'est une chose qui peut se produire. Je me rappelle très bien qu'avant l'alliage justement des Juifs de Russie, dans les années 80, on disait mais la démographie arabe est galopante. Et je me rappelle qu'à l'époque j'avais exprimé cette idée qu'il y a une logique de l'histoire. Et que, puisque c'est comme ça, ça veut dire que très bientôt, il y aura 1 million de Olim de Russie, à l'époque où l'Union soviétique était encore en place. Mais ça faisait partie de la logique de l'histoire. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Alors, on peut toujours éventuellement envisager ce genre de solution, éventuellement également... Sans compter dessus. Sans compter dessus du tout, mais on peut également imaginer, on peut toujours rêver, n'est-ce pas, que viendrait un jour où les Arabes israéliens, ou sous domination d'Israël, se fondant dans la masse israélienne, un peu dans la mouvance de votre projet, finalement se convertirait au judaïsme.
Vous n'avez pas pensé à ça? Non. Bah, c'est possible. Alors, par contre, bon, C'est ce que vous disiez sur l'ALIA, l'immigration, ça fait partie, c'est un chapitre du livre. Hein, effectivement, Israël regarde de très près ce qui se passe en France et aussi ce qui se passe aux États-Unis, hein, parce qu'il ne faut pas mésestimer, si vous voulez, l'hostilité anti-juive, notamment sur les campus américains. Vous savez que tout démarre toujours des universités, hein, y compris d'ailleurs en Israël, hein, parce que le processus d'Oslo est né à l'université de Jérusalem, si vous voulez, dans ce gauchisme, voilà, que Razoni a très bien décrit. Et cette, quelque part, négation de l'identité israélienne dans le sionisme. Mais d'abord, comme vous le disiez, c'est hypothétique, on ne peut pas vraiment compter dessus, mais surtout, si vous voulez, la dynamique de natalité est beaucoup plus forte. Par exemple, à titre d'exemple, il y a à peu près en ce moment 20 000, à peu près 20 à 30 000 juifs qui viennent habiter en Israël chaque année, essentiellement des pays de l'ex-Union soviétique, très très peu de France, hein, je crois, autour de 2000 à peine, et il y a 200 000 naissances. Donc on voit bien que c'est un rapport de 1 à 10, si vous voulez. Donc il faut beaucoup plus, j'allais dire, compter sur la naissance pour jouer sur le rapport de force démographique que sur l'immigration. C'est un premier point. Le deuxième point que vous évoquiez, c'est le point de l'identité. Qu'est-ce que ça changera finalement? Est-ce que si demain il y a 80% de juifs, est-ce que les Israéliens sont pour autant prêts, si vous voulez, à intégrer Hébron dans leur identité? Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question beaucoup plus fondamentale. Ils reconnaîtront à ce moment-là, disons, que c'est le peuple juif qui détermine son avenir sur cette terre. Tandis que si vous donnez le droit de vote à une partie importante de non-juifs, en fait, vous avez perdu l'idéal sioniste, qui est que c'est l'autodétermination du peuple juif sur sa terre qui est en jeu. Non, parce que si vous voulez, le droit de vote, la démocratie fait partie intégrante de l'idéal sioniste. Ça, qu'on le veuille ou non. Alors, encore une fois, hein, évidemment, il faut intégrer tout l'aspect biblique, toute cette identité trimillénaire d'Israël, mais il n'en reste pas moins que l'État d'Israël dans lequel on vit a été fondé par des gens qui venaient d'Europe occidentale, pour la plupart, et ensuite d'Europe de l'Est, mais qui, en tout cas, dans leur projet, n'imaginaient pas autre chose qu'une société démocratique. Absolument. Et encore une fois, cette société a fonctionné. Mais dans et elle toute fonctionne société démocratique, vous avez une frange importante de citoyens qui n'ont pas le droit de vote. Par exemple, si vous habitez en Suisse, par exemple, vous avez tout à fait le droit d'habiter en Suisse, vous n'avez pas le droit de vote avant que passe 12 ans de votre présence. Oui, mais ces gens-là, si vous voulez, c'est un peu le grand drame d'Israël, c'est aussi ce que je disais, Colette Avital sont nés ici, et la plupart quand même étaient installés bien avant nous, même si évidemment le sionisme a aimanté des populations de toute la région. Donc si vous voulez, on est face là quand même à des natifs, et encore une fois, quel que soit le jugement moral que l'on porte sur le sionisme, c'est de la grande invasion, si vous voulez, le sionisme. C'est-à-dire que, j'ai regardé les chiffres là aussi tout à l'heure, en 1881, donc à la première alia, quand démarre vraiment le projet sioniste, il y a 5% de juifs entre la mer et le Jourdain, d'accord, 95% de musulmans. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, il y en a 70% de juifs et 30% de musulmans. Ce qu'on appelle en France un grand remplacement. C'est-à-dire que la population juive a remplacé ou remplace petit à petit la population musulmane. Donc dans cette population musulmane qui reste, qui n'a pas fui, qui est, si vous voulez, encore ici parmi les juifs, j'estime... Vous faites abstraction de son hostilité. Oui, parce que si vous voulez, l'hostilité, elle est absolument naturelle. L'hostilité, elle ne disparaîtra jamais, fondamentalement, puisqu'il y a justement ce sentiment d'avoir été envahi, ce sentiment d'un autre peuple, si vous voulez, qui est venu prendre votre place. J'ai un ami qui est un caméraman de Tel Aviv, alors, qui colle pas mal à la caricature qu'on peut se faire des gens de Tel Aviv, vous voyez, le surf, le tatouage, etc. Il s'est jamais vraiment posé de questions sur son identité, et il a tourné un reportage en Australie avec l'équipe de football de Palestine. Alors il a sympathisé avec ces types qui avaient à peu près son âge, 25 ans, etc., un type très sympa, et il m'a dit, c'est marrant, mais tous ils m'ont dit, quand est-ce que tu retournes en Pologne? Je veux dire, pour eux, je veux dire, il était un envahisseur, si vous voulez, alors que lui est né ici, ses parents sont nés ici, ses grands-parents sont nés ici, ouais, c'est vraiment un Israélien de souche, si j'ose dire. Mais il est évident que l'hostilité ne disparaîtra jamais fondamentalement. Ce qui peut, si vous voulez, simplement fonctionner, c'est du pragmatisme. C'est de se dire que voilà, je vis dans un pays où la majorité est juive, où j'ai des droits, où je peux m'épanouir, etc. Donc c'est ça aussi que les Occidentaux ont souvent du mal à comprendre. C'est la dichotomie totale qu'il y a chez les musulmans et chez les Arabes entre la dimension individuelle et la dimension collective. Oui, mais... Ils peuvent parfaitement vivre individuellement en Israël, mais collectivement, l'hostilité perdurera, si vous voulez. Ça, c'est une évidence. Mais en tout cas, en Israël, dans les frontières 67, elle ne se traduit pas par de la violence. Pourquoi? Parce que le cadre est démocratique. Heureusement, l'approche pragmatiste que vous défendez n'existait pas en 1881. Parce que si à l'époque, les premiers sionistes ou sionisants avaient pensé en termes de démographie ou de présence, etc., le projet sioniste n'aurait jamais abouti. Je suis absolument d'accord avec vous.
Les pays occidentaux dont vous parliez à l'instant omettent quand même un élément essentiel qui est la dynamique historique qui s'est jouée et qui est la continuité d'une histoire aussi trimillénaire qui est entendue par une grande partie de la population juive en Israël, pour une partie de la population, mais évidemment qui n'est pas entendable ni du côté palestinien ni du côté des pays occidentaux. Oui, ça j'allais dire, c'est à usage interne. C'est-à-dire que je pense que les Israéliens doivent savoir pourquoi ils sont là, ils doivent connaître leur histoire, ce qui ne va pas de soi. Hein. Il y a une ignorance abyssale, si vous voulez, dans la population israélienne, des racines, si vous voulez, du peuple juif. Et les gens sont persuadés que le peuple juif a été créé en 48 ou un petit peu avant. Vous voyez et ça, évidemment, faut y remédier, parce que c'est à la cause de nombreux mots, notamment du processus d'Oslo, qui a été une catastrophe absolue, parce qu'elle a été faite par des gens qui s'acharnaient, si vous voulez, à vouloir nier leurs racines, leur identité, etc. Mais alors c'est là qu'à mon avis, il faudrait peut-être remettre en place cette idée de racines. C'est-à-dire quand on parle de racines juives ou de racines bibliques ou religieuses, etc., alors c'est comme si on venait justifier un nationalisme. Or, justifier un nationalisme, c'est toujours perdant dans la modernité. C'est-à-dire que le nationalisme est considéré comme une sorte de résidu de l'histoire. Par rapport à l'extérieur, absolument. Alors qu'en vérité, si on se demande qu'est-ce que nous faisons ici, nous avons justement une fonction par rapport à la civilisation universelle. Et ce n'est que par rapport justement à ce message universel qu'il y aurait une justification à un nationalisme. Sinon, vous tombez dans l'étriqué. Je suis d'accord avec vous, mais vous aurez du mal à expliquer à un visiteur à Yom Ha'atzmaut, par exemple, que le pays Israël n'est pas un pays nationaliste. C'est un pays qui attache énormément d'importance au drapeau, énormément d'importance à son armée, à son narratif, etc. De plus en plus d'ailleurs. Donc c'est un nationalisme, mais effectivement, comme le dit le Rav Kook, c'est un nationalisme singulier dans la mesure où il n'est pas exclusif des autres nationalismes. Au contraire, il est même universel. Il est universel, absolument. Mais c'est en ça qu'il est très singulier. Ça, c'est effectivement important de comprendre. C'est une chose que j'ai essayé d'expliquer à des diplomates israéliens. C'est que il faut savoir qui nous sommes, non pas par rapport à ce que nous pensons de nous-mêmes, mais par rapport à ce que pense le subconscient collectif de l'humanité. Or, pour le subconscient collectif de l'humanité, eh bien, Israël, c'est le juif des nations. Et c'est en tant que tel que nous sommes perçus. Et je pense que même par rapport à nous-mêmes, considérer que nous sommes uniquement un nationalisme, ça ne peut être que perdant, justement. Et je pense que si déjà on veut faire une transformation de l'identité d'Israël, ou bien disons ramener les Juifs à leurs racines, il faudrait peut-être les ramener à l'universel. Oui, mais je vous trouve assez valeureux, si vous voulez, d'essayer d'expliquer ça à des diplomates étrangers. Parce que non, on est israélien. Ah, israélien, d'accord. Israélien, oui, bien sûr. Israélien, d'accord. Effectivement, c'est sans doute. Effectivement, comme le disait une fois un radical socialiste, disait à Manitou il y a très longtemps, bon, vous savez, je ne crois pas à toutes ces... aux mythes chrétiens, j'y crois pas du tout, mais pourquoi vous l'avez crucifié? C'est-à-dire que finalement, il y a quand même quelque chose qui reste dans les couches profondes. Je suis d'accord avec vous, mais on a quand même affaire à des gens profondément déschristianisés, en tout cas génération. Justement, comme j'expliquais ça à des hommes d'église qui venaient en Israël, j'aurais dit, vous savez que l'Europe est beaucoup plus chrétienne depuis qu'elle est laïque. C'est-à-dire que, parce que quand vous êtes chrétien de manière consciente, alors vous dominez votre propre mythe, tandis que quand vous croyez dans la laïcité, en fait le mythe chrétien continue de travailler. Et ça explique beaucoup des réactions instinctives et inexplicables rationnellement de la communauté internationale par rapport à l'État d'Israël. Je pense qu'il faut en être conscient. Je suis absolument d'accord avec vous sur ce point. Pour reprendre ce qu'on parlait tout à l'heure, pour bon nombre de personnes et d'avis, ce conflit est un conflit d'ordre territorial et souvent avec le même argumentaire, on en a parlé tout à l'heure, pour schématiser, d'un côté on a les Juifs qui ont chassé les Palestiniens de leurs terres et continuent d'annexer ce territoire au point que les autres Palestiniens fondent comme neige au soleil, et de l'autre côté, pour se défendre, on utilise souvent l'argument historique, on était là avant, un argument qui court et encore et toujours. Rav Uri Cherki, pourquoi on définit est-ce que ce conflit est territorial? Est-ce qu'il est d'ordre religieux? Est-ce qu'il serait encore de manière plus large, est-ce qu'il serait au cœur d'un conflit de civilisation plutôt? Disons que c'est une thèse bien connue aujourd'hui, celle d'Huntington, que nous sommes dans un conflit, dans un affrontement des civilisations. Or, comme par hasard, dans l'affrontement des civilisations, il y a un affrontement très important entre la civilisation occidentale et l'islam. Et comme par hasard, le point de friction entre ces deux civilisations, c'est précisément Israël, à l'époque où le peuple juif revient sur sa terre. On ne peut pas faire abstraction, disons, du rayonnement important que ça a dans les consciences. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que Israël pour le monde occidental, héritier du christianisme, qu'on le veuille ou non? Qu'est-ce que c'est qu'Israël pour le monde islamique, qui n'est pas tout héritier, mais qui est tout à fait islamique? Et qu'est-ce que ça représente au niveau de la civilisation universelle? Est-ce qu'il y aurait ici un enjeu? On peut dire comme ça.
vous autres, les Juifs, vous avez fait beaucoup de travail, vous avez bouleversé la théologie, vous avez remis en question tout le sens de l'histoire, et vous êtes revenus sur votre terre. C'est donc que vous avez quelque chose à nous dire. Et qu'est-ce que répondent les Israéliens? Nous n'avons rien à vous dire. Alors vous comprenez la déception amoureuse que ça crée. C'est-à-dire cette idée que comment vous avez fait tout ça, vous n'avez rien à nous dire. Donc vous nous avez menti, donc ce n'est pas à vous, c'est aux Palestiniens, rendez-le, partez en Pologne. Je vais descendre un peu aussi au ras des pâquerettes, quoi, oui. de cette précédente envolée. Effectivement, on est au cœur du sujet. Si vous voulez, ce que je me suis forcé de faire dans le livre, c'est de décrire en fait la traduction de ce que Ori Cherki vient de dire dans la réalité israélienne. C'est-à-dire que effectivement, il y a ces interrogations en fond, j'allais dire, vous le disiez tout à l'heure, qui sont presque du domaine du subconscient. C'est une évidence. Si on analyse, si on analyse et qu'on lit les grands penseurs d'Israël, si on écoute vos conférences, etc., il est évident que c'est sous-jacent, c'est partout dans la société israélienne. Mais ce qu'on peut constater par contre à l'œil nu, et que chacun peut voir, c'est que Israël a trouvé la solution d'une certaine manière pour coexister avec l'islam. Ce que n'a pas trouvé l'Occident. On voit très bien les tensions qu'il y a en Europe autour, par exemple, tout simplement du Burkini. Moi, tout à l'heure, j'étais à la piscine avec ma fille qui apprend à nager, ma fille de 7 ans. Il y avait une des monitrices qui était une musulmane, qui était en Burkini, comme on dit maintenant en France. Alors en France, ça fait des scandales énormes, si vous voulez, c'est des Burkini dans les piscines. En Israël, c'est parfaitement admis. En Israël, les Arabes sont dans leur identité. Sont tout à fait acceptés. Encore une fois, ils réussissent très bien, etc. Chacun, finalement, les mariages mixtes sont absolument exceptionnels. Chacun vit dans sa communauté, chacun vit dans son milieu. Et tout ça se passe très bien. Et chaque peuple, si vous voulez, il trouve son compte. Et c'est pour ça que la situation est calme, en vérité. C'est pour ça que le conflit reste de très très basse intensité, surtout en ce qui concerne les Arabes et Israéliens. Donc, si vous voulez, la réalité israélienne que j'ai décrit longuement dans le livre prouve quelque part qu'Israël a un modèle de civilisation, un modèle de développement dont l'Occident pourrait s'inspirer pour trouver, si vous voulez, le moyen de faire coexister ces religions et surtout l'islam. Mais le modèle démocratique, c'est l'islam qui pose problème. Du coup, ça fait partie du domaine démocratique. Oui, mais c'est pas une démocratie à la française. C'est pas une démocratie, si vous voulez, qui intègre, qui assimile. Je crois, peut-être vous me démentirez, mais que le mot tsarfat, France, vient de la racine les tsaref, ça veut dire intégrer, mêler, mettre dans le même creuset. C'est pas du tout le modèle israélien. En Israël, il n'y a pas de mékipot, exactement. Et ce n'est pas un idéal. C'est souvent les gens disent oui, mais bon, on vit entre vous, mais je trouve ça très bien. Si vous voulez que chacun vive dans son identité, ça évite les frictions et les gens se retrouvent pour travailler, pour étudier, pour faire leurs courses, etc. Sympathisent même souvent, créent des relations d'amitié, mais il n'y a pas, si vous voulez, toutes ces tensions interethniques qu'on peut trouver ailleurs dans le monde. Tout cela marche très bien au niveau des individus, on verra bien au niveau des collectivités. Mais il n'y a pas, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de nouvelle collectivité à créer. Il y a un État d'Israël qui doit étendre sa souveraineté sur la Cisjordanie, comme la RFA l'a fait sur la RDA, si vous voulez. On n'a pas créé un nouvel État, et les Allemands de l'Est sont parfaitement intégrés dans l'Allemagne de l'Ouest. C'est à peu près ce qui se passera, si vous voulez, avec la Cisjordanie. Mais d'ailleurs, contre toute attente, c'est justement dans cette région de Judée-Samarie, Cisjordanie, qu'on trouve cette cohabitation. Je l'ai toujours dit, c'est l'objet de mon premier livre, surtout là, les meilleurs ennemis. Mais ce qui n'est pas admis pour moi, si vous voulez, les meilleurs agents de la cohabitation sont effectivement les gens des implantations, parce qu'ils vivent au quotidien avec les Arabes. Si vous voulez, autant à Tel Aviv, on croise des Arabes que pour les voir passer la serpillière au restaurant. Autant en Cisjordanie, si vous voulez, les gens sont tous les deux dans les mêmes supermarchés, vivent la même réalité, les mêmes routes, etc. Vous voyez, c'est effectivement un modèle d'une certaine manière. Et moi, je maintiens, et ça, bon, c'est assez peu politiquement correct, mais que les gens des implantations de Cisjordanie sont les nouveaux Khaloutsim, les nouveaux pionniers, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils vivent, si vous voulez, une réalité qui était celle des gens de l'époque de Ben Gurion. Ils sont face à une hostilité, mais en même temps, ils sont en train d'installer une nouvelle réalité extrêmement fructueuse, extrêmement positive, qui va porter ses fruits, j'espère, dans les années qui viennent. Pourquoi cette réalité fructueuse et positive dont on vient de parler, elle n'est pas admise par le reste, par les autres nations, au sens large du terme? La raison très simple, c'est que l'islam est resté ce qu'il est depuis sa naissance, une négation d'Israël. Le fait que l'islam refuse de reconnaître sa filiation biblique, c'est ça qui, pour l'instant, crée un obstacle. Je pense qu'il n'est pas du tout impossible qu'un jour il y ait une évolution intérieure de l'islam, une réforme intérieure, une réforme du dogme, qui amènerait l'islam à se reconnaître pour ce qu'il est véritablement, c'est-à-dire une religion fille d'Israël. À partir du moment où cette dette envers l'enseignement d'Israël sera reconnue, alors tout est possible.
Je suis terre à terre, encore une fois, même mur à mur. C'est pas le seul problème, si vous voulez. Effectivement, ça c'est encore une fois, c'est en fond, c'est ultime, j'allais dire. C'est extrêmement important. Ça fait partie des lames. Ça fait partie. Je suis d'accord avec vous. Mais en attendant, pourquoi les gens sont hostiles, c'est aussi parce que, si vous voulez, ils subissent une réalité quotidienne qui les rend hostiles tout naturellement. Si vous allez à Bethléem le matin, vous verrez qu'il y a 2 à 3 000 Palestiniens qui attendent depuis souvent 4-5 heures du matin pour pouvoir passer en Israël, travailler, gagner 200 shekels et repartir. Alors, j'ai vu là récemment dans le journal que maintenant, il y allait avoir une grande rénovation des barrages militaires, qu'on allait pouvoir passer plus facilement, etc., en Israël, qui aurait plus de dignité d'une certaine manière. Mais ça me paraît complètement fondamental, si vous voulez, surtout de la part d'un pays comme Israël, qui a ce rôle, effectivement, par rapport aux nations. Mais ça passe aussi par des choses tout à fait pragmatiques, tout à fait quotidiennes. Il est absolument intolérable, je pense, dans un pays comme Israël, que, encore une fois, des millions de personnes vivent cette réalité, et cela nourrit de l'hostilité, qu'on le veuille ou non. Et je me rappelle, j'avais posé la question à l'époque, quand j'avais fait ce reportage sur les barrages à un porte-parole de l'armée, et il m'avait répondu, ils n'ont qu'à pas venir travailler en Israël. Et si vous voulez, cette attitude, en fait, qui n'est pas digne. Peut-être ils n'ont qu'à ne plus faire d'attentats. Ah, vous avez raison, vous avez tout à fait raison, mais ils sont parfaitement, contrairement à ce qu'on peut croire, les Palestiniens sont parfaitement prêts à accepter ce discours sécuritaire. C'est-à-dire qu'ils comprennent très bien qu'Israël a un impératif de sécurité, qu'il faut éviter les attentats, etc. Mais si vous voulez, techniquement, on n'est pas obligé de faire attendre des gens 2 ou 3 heures dans le froid ou sous la pluie pour les faire passer en Israël. Israël a des moyens extrêmement perfectionnés. Maintenant, ça doit être une priorité. Mais c'est tout un état d'esprit. Si on en est là, c'est parce que finalement, on a appris aux Israéliens qu'ils étaient des colons. Et donc, ils se comportent comme des colons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dès lors qu'on leur explique qu'ils sont quelque part légitimes sur cette terre, à ce moment-là, vous humanisez tout ce processus, et comme ça se passe encore une fois à l'intérieur de l'État d'Israël, c'est simplement un rapport entre forces de sécurité et citoyens lambda. Et là, on n'est plus du tout dans un rapport entre colons et colonisés, qui est, à mon avis, délétère pour tout le monde. Eh bien, nous verrons bien si cet optimisme, finalement, gagne. Si c'est la vérité, ça marchera, on verra bien. Ravo Ourichaki, pour aller plus loin, je vais reprendre une idée du feu professeur Avraham Livni qui parle dans son livre Le retour d'Israël et l'espérance du monde de mythes palestiniens dans son ouvrage. Je le cite: le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'a jamais été brandi aussi hautement. Israël dépouillé de son identité en exil doit l'être aussi de sa terre. Israël s'opposera jusqu'à la fin de l'histoire à la caricature de sa propre vérité. Et en effet, il rappelle de manière tout à fait historique que depuis la prise de Jérusalem par Titus en 70, Israël est resté une terre d'occupation coloniale toujours délaissée par l'occupant, sans qu'aucun autre peuple ne puisse s'y établir. Tout le monde atteste de l'état d'abandon et de désolation de ce pays au fil des siècles. Ce n'est qu'au moment au retour des premiers juifs à la fin du 19e siècle qu'on retrouve une certaine fertilité. Et d'ailleurs, les Arabes sont arrivés de Syrie et d'Arabie après 1920 grâce aux possibilités de travail sur cette terre-là. Les Arabes eux-mêmes le disent, dont Arafat, dont vous parlez longuement dans votre livre. En 70, la question, je cite Yasser Arafat, la question des frontières de la Palestine ne nous intéresse pas d'un point de vue arabe. Nous ne devons point parler de frontières, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. La Palestine n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Notre nation est la nation arabe qui s'étend depuis l'océan Atlantique jusqu'à la mer Rouge et au-delà. Quel est le fond du problème? Est-ce que le problème il n'est pas plutôt juif, comme le dit Avraham Livni juste après? Disons que, rappelons un point historique important, c'est que l'OLP a été fondée en 1964. C'est-à-dire à l'époque... Bien avant de l'annexion, la pseudo-annexion. Quand on parlait d'organisation de la libération de la Palestine, il s'agissait des frontières d'Israël minimales. D'accord? C'est ça dont il est question. Maintenant, ce dont parle Avraham Livni, c'est un rappel historique important. Comme le dit très bien Stéphane Amar, ça ne suffit pas pour régler les problèmes sur le terrain, mais c'est toujours bon de savoir quel est le point de départ de tout débat. C'est absolument fondamental. J'ai un chapitre dans le livre qui est un portrait croisé entre une habitante juive d'Hébron et un réfugié palestinien près de Ramallah. Et c'est évident que ça c'est le grand péché d'Oslo, c'est la grande erreur d'Oslo. C'est en fait un autisme, une surdité totale par rapport à ce que pensent et ressentent les Palestiniens. Pour aucun Palestinien, si vous voulez, dans la rue, à part de ceux qui ont été formés dans l'université au Connecticut ou qui ont été instrumentalisés par l'université israélienne pour tenir un certain discours, mais profondément, aucun Palestinien ne fait la distinction entre la Cisjordanie et Israël. Pour eux d'ailleurs même, j'irai même plus loin, ce que je dis dans le livre, le cœur de la Palestine, c'est Jaffa, c'est Ramleh, c'est Haïfa, c'est là que vivaient la plupart des Palestiniens. À l'époque, si vous voulez, de la guerre des 6 jours, Ramallah avait 25 000 habitants, c'était un petit village. Si vous voulez, les Palestiniens
Palestiniens se sont rabattus, j'allais dire, sur la montagne, parce qu'ils ont été quelque part chassés du littoral, d'une certaine manière. Mais le cœur de leur patrie, autant le cœur de la patrie israélienne, c'est ça le grand drame, c'est ce conflit, le cœur de la patrie juive, c'est la Cisjordanie, c'est la Judée-Samarie biblique, autant le cœur de leur patrie, c'est le littoral. Donc c'est évident que dès qu'on essaye, si vous voulez, de tracer une ligne, de partager, surtout dans ce sens-là, on va directement dans le mur. C'est ce qui s'est passé à Oslo. Et oui, ça je le redis, il n'y a aucune contradiction là-dedans. Oui, chaque Palestinien pense que les Juifs sont des intrus, comme le dit Livni, pense que les Juifs ont volé la terre, pense que les Juifs n'ont aucune légitimité à être là, pense que tout cet espace est le dar à l'islam, que Israël est une verrue finalement dans cet espace. Ça, c'est une évidence. Au fond de lui, c'est vrai que chaque musulman le pense, mais le roi d'Arabie le pense aussi. Et pourtant, le roi d'Arabie est sur le point de mener une guerre avec Israël contre l'Iran. Il y a des intérêts, celui qui dépassent tout ça, des intérêts pragmatiques qui dépassent tout ça. Maintenant, pour revenir au livre de Livni, qui est un peu une bible pour moi, je me rappelle vous avoir entendu dans une conférence il y a très longtemps dire qu'on a oublié le sous-titre du livre de Livni, le retour d'Israël et l'espérance du monde. On a beaucoup parlé du retour d'Israël, mais très peu de l'espérance du monde, c'est-à-dire ce que vous faites dans le cadre de votre organisation. Et en l'occurrence, cette espérance du monde, elle concerne aussi nos voisins immédiats. On ne peut pas, si vous voulez, désespérer d'une certaine manière les Palestiniens. Il faut absolument qu'on leur offre un autre horizon que celui de l'occupation militaire. Avraham Livni donne énormément de légitimité au texte biblique pour appuyer tout son ouvrage, c'est un peu son cheval de bataille. Comment on donne de la légitimité au texte biblique aujourd'hui? Tout simplement parce que le texte biblique, ou en tout cas le peuple de la Bible, est le fondement d'une très grande partie de l'héritage de toute la civilisation humaine, et on ne peut pas en faire abstraction. D'ailleurs, par exemple, ce qui s'est passé avec le retour d'Israël sur sa terre, et en particulier depuis la guerre des 6 jours, c'est qu'en fait, il faut bien être conscient de cela, c'est un événement biblique qui s'est produit dans la modernité. Ce n'est pas simplement une émigration, ce n'est pas simplement l'érection d'un État. Il y a une interrogation très importante qui tourne autour justement de ce phénomène. Si un événement biblique peut se produire en pleine modernité, alors qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'histoire? Cela voudrait-il dire que le schéma de l'histoire envisagé par la Bible serait valable? Ou peut-être même, et ce qui est encore pire peut-être, c'est de penser que la manière dont les Juifs lisent la Bible, ça serait peut-être la bonne. Vous comprenez? Alors ça, c'est absolument intolérable, surtout pour un Israélien. Je sais pas qui disait, rabbin, c'est pas un métier pour un juif, mais des fois on a l'impression que la Bible c'est pas un livre pour les juifs, parce que ce que vous dites, si vous voulez, c'est ressenti de manière complètement intuitive par beaucoup de peuples dans le monde. Ça, je le constate tous les jours. Il y a les évangéliques, mais il y a aussi par exemple les Chinois. Genre au mur des lamentations, tous les jours il y a des Chinois qui viennent, qui se recueillent, et on sent, si vous voulez, que ce dont vous parlez, c'est quelque chose de complètement intégré, si vous voulez, pour bien des peuples, même à la limite qui n'auraient jamais lu la Bible, mais qui ont cette conscience, si vous voulez, que ce qui se passe ici, c'est effectivement une partie intégrante de l'histoire biblique. Et ça, à mon avis, c'est surtout les Israéliens qu'il faut vaincre de ça. Parce que ce message n'a pas été assez clair déjà pour les Juifs eux-mêmes. Si vous voulez, il a été clair au tout début. Il est très clair chez Herzl. Bon, il est évidemment clair chez les premiers sionistes de la première alliance, chez les relevés de Sion, ça c'était évident. Ils baignaient dans la culture biblique au sens propre. Non, pas les avancés. Si vous voulez, il y a tout un détachement par rapport à la pratique religieuse, ça c'est évident, pour des raisons qu'on ne pourrait pas analyser ici, mais qui sont très intéressantes. Mais en revanche, il y a un attachement très fort à la Bible. Et ces gens reviennent au nom de la Bible. D'ailleurs, ils vont nommer chaque lieu où ils habitent des noms bibliques. Ils vont eux-mêmes, si vous voulez, repratiquer une forme de judaïsme antérieur à l'exil, etc. C'est très très fort également chez Ben Gurion, et c'est aussi présent chez Herzl, ce qui n'est pas souvent dit, mais qu'on voit très bien dans le livre de Weiss, Herzl, une nouvelle lecture. Herzl aussi, notamment par le biais de son grand-père, était en contact avec cette réalité, et lui, encore une fois, quand il... si vous voulez, décrit ce que doit être Israël, la Bible est absolument omniprésente. Les Altoïland, c'est absolument flagrant. C'est-à-dire que toute la balade à la fin dans Jérusalem, il parle du Shabbat, il parle de la religion de nos pères, il parle des grands personnages bibliques, etc. C'est omniprésent. Et c'est vrai que ça s'est perdu, si vous voulez, dans la génération d'après Ben Gurion, ce que décrit très bien Razoni, c'est-à-dire qu'on a d'une certaine manière déjudaïsé, déshébraïsé toute une génération à l'université de Jérusalem. On ne s'est pas rendu compte qu'en le faisant, on privait
on privait l'humanité d'une attente. Je suis absolument d'accord avec vous. C'est un crime terrible pour toute l'humanité. C'est une évidence. On ne se rend pas compte. En pensant s'émanciper, en fait, nous avons trahi notre mission par rapport aux nations. Je suis absolument d'accord avec vous. C'est un grand drame. Et ce qui me porte aussi à l'optimisme, c'est qu'on fait vraiment machine arrière actuellement en Israël. On réinvestit quelque part ce champ dans les écoles. Maintenant, voilà, je pense qu'il vaut mieux amener les enfants, si vous voulez, au caveau des patriarches que les amener à Yad Vashem pour comprendre ce qu'est Israël. Or, on a beaucoup fait le contraire. On les amène même encore pire en Pologne. On a peur maintenant même de... Mais voilà, Gideon Sa'ar a commencé, si vous voulez, déjà il y a quelques années à prendre conscience de ça et à réinjecter, si vous voulez, ce contenu dans l'éducation israélienne. Et de mon point de vue, c'est absolument prioritaire, comme vous le disiez, non seulement pour Israël, mais pour toute l'humanité. Anecdote, j'étais récemment à Taïwan, justement, puis vous avez parlé des Chinois, et j'ai vu là-bas des dirigeants spirituels d'origine tout à fait étrangère au christianisme, au judaïsme, etc., implorer le peuple juif de prendre en main sa mission. C'est assez surprenant quand même. Rabou Cherki, aujourd'hui, quels sont les problèmes majeurs auxquels sont confrontés d'un côté les Israéliens? Est-ce que c'est la pression du BDS qui vient de l'extérieur, enfin une pression de boycott d'Israël, ou est-ce un problème sécuritaire, est-ce une impasse politique? Et de l'autre côté, du point de vue palestinien, le manque de leadership, l'impossibilité de créer un État et une identité. Les Israéliens ne sont pas préoccupés prioritairement de ces problèmes de géopolitique. L'Israélien au quotidien vit la crise économique, il vit le problème de son insertion dans la civilisation qu'il imagine être l'Occident idéal. Il est parfois confronté aux problèmes de religion et État. Ce sont des problèmes et parfois des problèmes de sécurité intérieure. C'est ça, disons, la priorité de l'identité israélienne aujourd'hui. Pour ce qui est de la population palestinienne, pour autant qu'on peut la connaître d'assez près, je ne parle pas de Gaza, je parle essentiellement de la Cisjordanie, on voit qu'il y a une grande déception par rapport à leurs propres dirigeants, ce qui les amène effectivement à des solutions, pas forcément dans celles que vous préconisez, ça les amène plutôt vers un extrémisme, mais d'un autre côté, une attente que les Israéliens finalement prennent en main leur destin. Le fait est là. Un avis sur le problème majeur actuel dans ce conflit? Dans ce conflit, pour revenir à ce qu'on disait, je pense que c'est vraiment une question d'identité, si vous voulez, et quelque part de confiance en soi. Je pense que ce qui manque beaucoup aux Israéliens, c'est une vision finalement assez objective de la réalité. Israël, et c'est ce que j'explique en conclusion du livre, a gagné la guerre de 100 ans. Ça fait environ 100 ans que Israël est en guerre avec ses voisins, parce que le conflit démarre véritablement un petit peu après la déclaration Balfour, dans les années 20-21, mais surtout en 29 avec le massacre d'Hébron. Et en 100 ans, bon, il y a eu tout un tas d'épisodes sur lesquels on ne va pas revenir évidemment, mais à chaque fois Israël est sorti vainqueur. Et des fois de façon écrasante, comme ça a été le cas en 67. Mais globalement, même, j'allais dire, sur tous les niveaux de ce conflit, c'est-à-dire pas seulement au niveau militaire, mais également au niveau démographique, au niveau diplomatique, au niveau économique, évidemment, Israël attend une supériorité écrasante. Et ça, si vous voulez, les Palestiniens le savent, et le savent très bien, sans doute mieux que les Israéliens. Et ils sont encore une fois absolument prêts à accepter, parce que, comme la plupart des humains sur Terre, sont des gens pragmatiques, qui n'ont pas envie que leurs enfants, si vous voulez, aillent à la mort, mais ils ont envie que leurs enfants prospèrent, fassent des études, comme tous les êtres humains dans le monde. Donc, si vous voulez, je pense qu'une fois qu'Israël aura pris conscience de ça, d'une certaine manière de sa puissance, c'est paradoxal, mais je pense que c'est vraiment la clé, à ce moment-là, il arrivera sereinement à envisager une solution, notamment, je le disais, le rétablissement de la circulation, la libre circulation des individus en Cisjordanie, un statut, alors une citoyenneté, un statut de résident, c'est technique, si vous voulez. Une fois qu'il y a une acceptation du sionisme, une acceptation que Israël est souverain sur ce territoire, tout le reste est technique, tout le reste est solvable, si vous voulez, assez facilement. Encore une fois, on parle d'une population relativement réduite, 2-3 millions d'habitants. On parle d'une population qui n'a quasiment plus d'alliés du point de vue diplomatique, qui si vous voulez, est condamnée d'une certaine manière à prendre elle-même ses décisions, et n'est pas, comme c'était le cas dans le passé, l'instrument ou alors de l'islam, et ou, je pense encore pire, de l'Occident, parce que l'Occident a joué un rôle extrêmement néfaste dans ce conflit. Je pense que si l'Occident n'avait pas été là, ça fait longtemps qu'on serait en paix. Non, enfin, je veux dire, c'est une évidence. Hein. Mais si vous voulez, voilà, je pense que c'est ça dont les Israéliens vont prendre conscience, au-delà des problèmes d'identité qui sont évidemment centraux, c'est d'avoir une vision assez sereine en fait de cette situation et d'avancer vers une solution.
L'émission touche désormais à sa fin. On pourra encore discuter des heures de ce sujet. C'est avec plaisir, Stéphane Amar, qu'on vous recevra Merci. pour une prochaine émission. Je rappelle que votre livre vient de sortir aux éditions de l'Observatoire, Le Grand Secret d'Israël. Pourquoi il n'y aura pas d'État palestinien. Merci beaucoup Rav Uri Cherki, merci beaucoup Stéphane Amar, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment réagir, commenter, partager ce débat et c'est avec plaisir qu'on se retrouvera pour une prochaine émission. Ciao ciao.